Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur les réseaux sociaux. Vous êtes nombreux à nous suivre, on en est très heureux. Entre 5000 et 6000 vues à chaque émission en direct. Donc merci d'être avec nous et merci de nous rejoindre. Voilà déjà notre 3e direct, encore 2, mardi prochain et jeudi prochain. Donc nous ferons un plaisir d'être de nouveau sur ces réseaux pour répondre à vos questions. Je suis Ossine Chabira, colistier, membre du collectif citoyen avec Mathieu Klein. Et nous sommes aujourd'hui ensemble pour échanger sur la thématique attractivité, développement économique, commerce. Nous allons détailler tout au long de cette émission nos propositions et puis vous pouvez bien sûr intervenir sur le fil des réseaux en direct et on se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Avec moi sur le plateau, Mathieu Klein. Tête de liste Nancy Engrand. Nancy Engrand, c'est une liste qui rassemble des candidats de la société civile, de la gauche, de l'écologie et du centre. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Ossine. Nous avons aussi Estelle Mercier. Estelle Mercier, colistière, enseignant-chercheur à l'Université de Lorraine. Bonsoir. Bonsoir Estelle. Franck Muraté nous a rejoint aussi sur le plateau. Franck Muraté, colistier, directeur d'usine. Bonsoir Franck. Bonsoir Ossine. Et puis merci à nos 2 invités de nous rejoindre sur le plateau. Nous avons Lucie Denoyel, co-gérante de Pandore Concept, on en saura plus tout à l'heure, qui est une agence de conseil événementiel. Bonsoir Lucie. Bonsoir. Et puis Pierre Mutzenhart, président de l'Université de Lorraine. Bonsoir. Alors tout de suite, on démarre sur les chapeaux de roue puisque Mathieu a un impératif, il doit nous quitter tout à l'heure. Nous avons interviewé Isabelle Méjean. Isabelle Méjean fait partie de ces belles personnes, de ces talents nancéens qui rayonnent bien au-delà de Nancy. Isabelle Méjean est une économiste, professeure à Polytechnique, chercheur au Centre de recherche en économie et statistique. Et on lui a posé la question à savoir voilà, quels sont les moteurs de l'attractivité. Écoutons-la. Finalement, les facteurs d'attractivité, c'est d'une part des questions de proximité au marché. Donc, de ce point de vue-là, être au cœur de l'Europe, c'est un facteur d'attractivité parce qu'on est finalement proche d'un très gros marché. Et puis, surtout les facteurs d'offres, ce qu'on voit beaucoup ressortir, c'est les questions de tout ce qui concerne les dotations factorielles, le coût du travail et ce genre de choses. Et puis beaucoup aussi au niveau territorial, tout ce qui concerne les infrastructures, notamment tout ce qui est infrastructure de transport. Donc là, clairement, c'est pas l'avantage de la Lorraine, parce qu'on a des infrastructures de transport qui sont localisées de manière un peu étonnante, avec l'aéroport qui est situé assez loin des métropoles et puis pareil avec les infrastructures de TGV. Mais bon, donc les questions d'infrastructures de transport sont assez importantes comme déterminant de l'attractivité d'un territoire. Et puis après, tout ce qui concerne ce qu'on appelle en économie les effets d'agglomération, c'est-à-dire le fait que les industries ont tendance à se regrouper sur des secteurs particuliers parce que dans le secteur de l'industrie, on a beaucoup d'externalisation et l'externalisation se fait encore assez nettement sur des distances assez petites. Donc on a des facteurs d'agglomération qui sont assez importantes pour expliquer les choix finalement de localisation des entreprises. Donc l'attractivité des métropoles, elle passe évidemment par toute une offre de services que ces métropoles vont offrir, à la fois donc des services culturels, tout ce qui concerne les accès à des bonnes écoles, etc., qui vont être des facteurs finalement qui vont attirer les travailleurs qualifiés vers des bassins urbains. Et c'est pour ça qu'on voit dans les données des très fortes agglomérations, des emplois très qualifiés. Donc ici, avoir effectivement des étudiants, des jeunes diplômés qui sont très qualifiés, surtout formés aux métiers qui sont très dynamiques, c'est une source d'attractivité, effectivement. Isabelle Méjean, voilà, merci à elle en tout cas d'avoir répondu à ces questions. On la retrouvera tout à l'heure. Isabelle Méjean qui a eu le prix des jeunes économistes. Mathieu, un commentaire par rapport à ce qu'elle vient de dire? D'abord, je voudrais merci Ossine. Je voudrais d'abord m'excuser de devoir vous quitter prématurément ce soir, mais il ne vous aura pas échappé que nous sommes le 18 juin, que c'est aujourd'hui le 80e anniversaire de l'appel du général de Gaulle et que, comme chaque année, une commémoration est organisée
au monument de la résistance à l'Axou, à laquelle je vais me rendre tout à l'heure. Je suis très sensible à ce que dit Isabelle Méjean. D'abord, je suis très, très heureux, très fier qu'une Meurthe-et-Mosellane ait décroché ce prix de la jeune économiste 2020. C'est une belle reconnaissance d'ailleurs de cette pépinière de talent que nous avons sur notre territoire et qui rayonne aujourd'hui en France et dans le monde. Et elle met le doigt vraiment sur un enjeu majeur. La question du rayonnement d'un territoire, de son attractivité, est éminemment liée à sa capacité à finalement être accessible. Alors la Lorraine et Nancy ont, par la géographie, une position stratégique majeure au carrefour des axes nord, sud, est, ouest européens, situé idéalement entre Paris et Strasbourg, situé sur cet axe européen de liaison entre le nord et le sud de l'Europe. Bref, notre positionnement devrait être un atout fondamental. Il l'est, mais il faut encore construire le réseau d'infrastructures qui transforme l'atout géographique en atout économique. J'en veux pour preuve les difficultés que nous avons rencontrées ces dernières années avec la fermeture des liaisons ferroviaires vers le sud de la France. Nancy est moins bien desservie qu'hier vers le sud de la France. J'en veux pour preuve aujourd'hui l'insuffisante complémentarité entre Nancy, Metz et le Grand-Duché de Luxembourg. Je crois qu'il faut qu'on travaille encore beaucoup plus fort sur le sillon lorrain qui doit devenir demain, j'allais dire, une véritable colonne vertébrale de la Lorraine dans l'articulation avec le Grand-Duché de Luxembourg, qui est un État-monde et un État-région en même temps, c'est-à-dire qu'il y a une puissance internationale reconnue et un rayonnement régional important. D'ailleurs, un des projets d'infrastructure que nous porterons, c'est la création d'une ligne ferroviaire à grande vitesse entre Nancy, Metz et Luxembourg, voire l'aéroport de Luxembourg. Parce que le débat sur l'aéroport, Isabelle Méjean l'évoquait à l'instant, est un débat, moi, que je voudrais recentrer. Pourquoi ne nous appuyons-nous pas sur un aéroport international comme le Findel au Luxembourg pour en faire un aéroport régional? Si vous mettez Nancy à 45-50 minutes de l'aéroport demain, eh bien, vous pourrez, de ce point de vue-là, attirer vers Nancy un certain nombre de voyageurs, d'affaires, d'entreprises qui cherchent aujourd'hui à se développer au cœur de l'Europe. Je pense que c'est un beau défi et le défi ferroviaire est tout aussi important. Il faut défendre les liaisons vers le sud, défendre les liaisons naturellement vers Paris-Est et le débat de l'A31, je ne pourrais pas ne pas l'aborder parce qu'on accède d'abord aussi par la route. Aujourd'hui, la requalification de l'A31 aux abords de Nancy est un élément majeur. On a loupé le coche ces dernières semaines puisque nous n'avons malheureusement pas tenu jusqu'au bout notre union sacrée pour faire en sorte que l'A31 soit requalifié au droit de Nancy. Et nous avons aujourd'hui à reprendre ce débat. En tout cas, c'est un débat sur lequel nous allons nous particulièrement appuyer dans les semaines et les mois qui viennent. Donc oui, le positionnement géographique est un facteur d'attractivité à condition que les infrastructures suivent. Merci Mathieu. Isabelle Méjean parle aussi de l'université. L'université de Lorraine qui, là maintenant ça fait plusieurs années qu'elle a fusionné elle est devenue cette université de Lorraine partant de Metz et de Nancy. Dites-nous un petit peu comment vous percevez ce que vient de dire Isabelle Méjean sur la place de l'université dans cette attractivité de la région. Alors moi je pense qu'elle est majeure. Il faut la travailler sur le sillon lorrain qui est un interlocuteur important pour l'université parce qu'il rassemble les collectivités qui vont de Épinal à Thionville en passant par les deux métropoles et que c'est bien une taille qui est importante. Oui, l'attractivité elle est importante. Je crois dans ce qu'elle dit, il y a le fait que quand des entreprises veulent s'installer, elles ont besoin de trouver un environnement dans lequel elles vont trouver un appui pour la recherche et le développement. Elles vont trouver là aussi pour leurs salariés des écoles, des universités, des instituts qui permettent à leurs enfants de se former. C'est important quand on veut attirer des gens à cet endroit-là. Et puis il y a l'autre attractivité, mais je crois qu'on en parlera après avec d'autres, c'est celle dans une région où finalement on ne crée pas beaucoup d'industrie. On pourrait croire, ou il faut croire en l'université dans sa capacité à développer des nouvelles sociétés. C'est ce qu'on fait avec le PIL, on en parlera certainement après. Et moi j'ai toujours dit que par rapport à une désindustrialisation de la Lorraine, c'est pas toujours facile à dire, que l'université elle pouvait être moteur dans la création d'entreprises. Et à partir de là, il appartient aux politiques de les fixer sur le territoire.
Nous, on peut les incuber, les faire grandir, en faire des jeunes pousses, mais après, c'est pas le rôle de l'université de le faire. Par contre, on est capable qu'il y ait plein d'idées qui sortent, et je crois qu'il faut rebondir sur cette opportunité qui est donnée au développement économique. On continue, alors on a rencontré plusieurs acteurs économiques de Nancy. On leur a demandé de poser des questions à l'équipe de Mathieu Klein et à Mathieu Klein. Et là, je vous propose d'écouter Franck-Olivier Potier, qui est fondateur du cabinet Lothaire, Information Stratégique. Il y a une question à Mathieu Klein. Écoutons-le. J'ai une question à poser à Mathieu Klein. Est-ce que vous considérez que cette question du développement économique relève de la ville, relève de la métropole, ou alors il faut l'apporter dans une stratégie globale à l'échelle du bassin de vie nancéen? Merci de cette question, Franck-Olivier. Je crois que, j'allais dire, la réponse est presque dans la question. Tant aujourd'hui, l'interconnexion, on en a beaucoup parlé lors du live sur les mobilités. On ne peut pas imaginer aujourd'hui, et ça va pour cette réponse vaut pour le développement économique, l'attractivité comme elle vaut pour les mobilités. On ne peut pas imaginer aujourd'hui développer la métropole uniquement dans ses murs. Alors, il ne s'agit pas d'ouvrir un débat institutionnel pour savoir qui va se marier avec qui va fusionner et quand. Ce n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est de savoir quelles sont les alliances stratégiques que nous devons nouer, notamment avec nos voisins, y compris, je voudrais rebondir sur ce que disait très justement Pierre Mutzenhardt à l'instant, pour proposer aux étudiants qui sont très nombreux à Nancy. Nancy est, en dehors de l'Île-de-France, le premier pôle étudiant sur habitants du pays. Nous avons un grand nombre d'étudiants entrepreneurs, et on en parlera tout à l'heure avec vous, qui sont à travers le PIL ou dans leurs propres projets très engagés sur leur territoire. Mais nous souffrons du fait que celles et ceux qui viennent à Nancy et en Lorraine le temps de leurs études, souvent repartent aussi vite qu'ils sont arrivés. Et le territoire, et là Pierre tu as parfaitement raison, a la responsabilité, le devoir de proposer, on va dire, un écosystème local d'accompagnement, de soutien. Alors c'est déjà le cas parce que le PIL représente aujourd'hui, l'Université de Lorraine est la première université d'étudiants entrepreneurs en France, dans les premières de France. Donc ce qui veut dire qu'il y a déjà aujourd'hui une action extrêmement forte, mais nous savons qu'il faut aller beaucoup plus loin parce que c'est une condition à la fois du rayonnement de Nancy. Et le travail avec nos voisins, l'inscription à la fois dans le sillon lorrain et dans le sud Lorraine est indispensable parce que les ressources industrielles de demain, Franck le dira beaucoup mieux que moi, mais les ressources industrielles d'aujourd'hui et de demain, elles sont dans Nancy, elles sont autour de Nancy. Et ce travail de complémentarité qui permet de lier d'ailleurs l'université à ses partenaires économiques à travers la recherche-développement, il est évidemment assis sur un bassin industriel qui dépasse de loin les limites de la ville et de la métropole. Oui, une expression qu'on a souvent entendue autour de nous. On parle bien en effet de ville d'une métropole qui est quelque part un poumon économique, un poumon d'attractivité. Et tout ça, bien sûr, c'est pour une animation de l'ensemble même, je dirais, du sud Lorrain. Donc le bassin jusqu'au sud Lorrain. Merci Franck. Alors on poursuit, hein. D'autres questions arrivent. On a rencontré Aurélien Stab. Aurélien Stab fait partie aussi de ces jeunes étudiants sortant école des mines, qui se retrouvent à être employés par une start-up Harmonic Pharma qui a le vent en poupe. Il est aussi donc présent dans cette émission. Il nous pose aussi une question. On écoute Aurélien Stab. Bonjour, je m'appelle Aurélien Stab et je suis originaire de Paris. J'ai fait mes études à l'École des mines de Nancy. Et je suis maintenant ingénieur de recherche chez Harmonic Pharma, qui est une start-up entre médical et numérique. Ce qu'on attend, c'est avant tout de la visibilité, à la fois pour nous, mais à la fois aussi pour les autres entreprises à Nancy, pour créer plus de liens et mettre en relation les différents acteurs, qu'ils soient à la fois publics ou privés, pour essayer de construire des actions collaboratives et transversales qui ont une forte valeur ajoutée. Comment allez-vous renforcer cette transversalité ? Et comment allez-vous mettre en valeur les entreprises nancéennes? Et j'ai également une deuxième question. Nous avons énormément d'étudiants à Nancy, qui comprend énormément de talents. Comment allons-nous garder et conserver sur le territoire ces diplômés?
Merci Aurélien. C'est vrai qu'on a abordé un peu la question juste avant, et puis je laisserai évidemment Lucie, Franck et Pierre réagir également. Pour moi, c'est un des vraiment grands défis du prochain mandat. Faire en sorte que les étudiants, une fois leur cursus achevé, aient envie de s'installer, d'investir, de s'investir dans la ville, dans la métropole. Alors nous parlons dans notre projet du parcours étudiant intégré, c'est-à-dire un accompagnement par les collectivités territoriales qui dépasse le temps des études en matière, par exemple, d'accès au logement, d'accession à la propriété, en matière aussi d'accompagnement économique et financier. Le fonds Made in Nancy, dont Franck vous parlera tout à l'heure, pourra évidemment être aussi une réponse. Nous avons, en termes d'urbanisme, parce que ce qui fait rester à Nancy, c'est aussi le plaisir d'y vivre. C'est le plaisir de vivre, d'être en ville, d'être dans une ville plus écologique, une ville plus verte, une ville dans laquelle se déplacer est plus facile, une ville qui met l'accent sur la culture, sur le bien-être, sur le bien-vivre, sur la famille. C'est tout ça, c'est un défi considérable, parce que ça ne sont pas que les modalités d'accompagnement public qui vont vous donner envie de rester, c'est aussi ce que nous ferons de la ville demain. Et je pense par exemple au projet de quartier étudiant que nous projetons sur le site de l'hôpital Saint-Julien, qui est un site future friche hospitalière dès lors que l'ensemble des équipements remonteront vers Brabois dans le cadre de la refondation du CHRU. Eh bien, ce quartier étudiant sera un lieu évidemment de logement, un lieu aussi de rencontre, de culture, un lieu aussi de rencontre entre le monde de l'entreprise et le monde étudiant. Un lieu dans lequel les étudiants, notamment les étudiants entrepreneurs, pourront disposer d'espace pour montrer leur travail, rencontrer des investisseurs, des partenaires financiers, des partenaires économiques, et pas uniquement être dans des échanges, j'allais dire, informels, mais vraiment être en capacité d'incuber, au-delà de ce qui est proposé aujourd'hui, le travail, les projets des étudiants nancéens, en leur donnant cette envie supplémentaire, en leur démontrant que rester à Nancy, eh bien, ça veut dire s'appuyer sur un territoire qui est un territoire soutenant, aidant, un territoire qui vous donne envie d'y rester le plus longtemps possible. En tout cas, c'est le vœu que nous formulons. Merci Mathieu. Lucie, vous avez, alors on a parlé plusieurs fois là déjà du PIL. Alors le PIL, pour les internautes, c'est le pôle entrepreneuriat étudiant de Lorraine. Vous avez bénéficié de cet accompagnement. Expliquez-nous un petit peu, voilà, vous êtes toute jeune, vous avez créé votre propre entreprise. Comment s'est passé votre parcours et vous êtes restée à Nancy? Alors, du coup, dans l'entreprise dans laquelle je suis, on est 3 en tout. On a tous les 3 fait nos études en fait, directement après le bac à Nancy. Et c'est par le biais des professeurs en fait, de l'Université de Lorraine dans laquelle on était qu'on a eu vent du PIL. Et on avait déjà quelques projets en tête, des idées plus sous forme d'association. Et c'est comme ça qu'on a pu intégrer le PIL. Donc la première fois, c'était sous forme de stage pendant le master. Et après, on a pris une année complète en fait, avec le diplôme étudiant entrepreneur, où pendant 1 an, en fait, on travaillait sur notre projet d'entreprise au sein des locaux du PIL à Artem. Très bien. Et Estelle, on a une question, des internautes, une question qu'on a reçue donc avant le direct, d'Anaïs qui demandait comment on pouvait, en tant que chef d'entreprise, permettre à des étudiants de rester sur le territoire, surtout vu l'après-Covid. La question est sur, y a-t-il des primes qui existent pour l'accompagnement des jeunes? Donc voilà, est-ce que de ce point de vue-là, on a des choses à apporter sur voilà, le fait d'embaucher ou en tout cas de maintenir ces jeunes qui sortent des études et qui se retrouvent sur le marché du travail? Alors c'est vrai que cette année, on est dans un contexte un peu particulier, puisque à l'université, il y a d'une part des étudiants qui n'ont pas pu faire leur stage du fait de la crise du Covid-19, qui était prévu, les stages sont prévus en général en fin d'année, mars, avril, mai, et donc certains ont vu leur stage complètement annulé. Donc ça c'est un premier point, ils n'ont pas pu être diplômés ou ils ne peuvent pas finir leur diplôme. Et le deuxième cas spécifique, c'est qu'on a des jeunes diplômés qui arrivent à la rentrée, même diplômés, dans une crise qui risque d'être une crise économique et sociale importante. Et donc leur inquiétude, elle est majeure et elle est importante, c'est de dire est-ce que je vais réussir à trouver du travail à la rentrée dans ce contexte-là. Alors nous, ce qu'on peut proposer éventuellement, c'est effectivement,
on a développé un grand plan de mobilisation pour l'emploi des jeunes diplômés à court terme, c'est une mesure d'urgence. Ce qu'on peut proposer déjà, c'est d'avoir un maximum de stages offerts à ces étudiants dès cet été, en septembre, pour ceux qui notamment en auraient besoin, puisqu'on a quand même, on couvre à la fois du loisir, de la culture, d'éducation, jeunesse, on a de l'administratif dans une collectivité comme Nancy ou la métropole, des possibilités de faire des stages assez nombreux, ce qui permettrait aux étudiants déjà de terminer leur diplôme. Et le deuxième point, c'est qu'on a vu les jeunes se mobiliser très fortement pendant cette crise dans des actions de solidarité. Et ils avaient envie de participer, ils avaient envie d'aider, d'être dans des missions d'intérêt général, très importantes. Et ce qu'on a pensé intéressant de faire, c'est de développer les services civiques à partir de la rentrée. Aujourd'hui, les services civiques à la mairie, ça doit être 4 services civiques. Sur la métropole, il va y en avoir 1. Je pense qu'on peut largement aller très très au-delà pour leur permettre, dès septembre, c'est des services qui durent entre 6 mois et 1 an, à la fois de découvrir des métiers, à la fois de développer des compétences professionnelles à travers des missions d'intérêt général, donc qui vont toucher à la fois le sport, la culture, l'éducation, l'environnement. Enfin, il y a énormément de thématiques sur lesquelles ils peuvent travailler en collaboration avec les agents de la ville et de la métropole pour nous aider aussi à passer ce cap de la crise, parce que la crise, elle nous amène à avoir beaucoup plus de travail en tant que collectivité. Il faut accompagner la rentrée des écoles, il faut accompagner les associations sportives, enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Et finalement, pourquoi ne pas profiter de ce temps-là pour leur proposer des services civiques qui leur permettraient, eux, de développer des compétences professionnelles. On sait, par exemple, que les services civiques développent l'insertion professionnelle, qu'un jeune qui est passé par ce type de dispositif, il peut effectivement il va plus facilement être embauché à la suite. Et puis, effectivement, en dehors de ça, il y a aussi l'idée qu'on doit réunir les acteurs de l'emploi et de l'insertion professionnelle, notamment auprès des jeunes, et les entreprises, dès la rentrée, pour essayer de les mettre un peu plus en lien et de voir quels peuvent être les débouchés entre les uns et les autres. Alors, il y a plein d'associations qui existent, il y a plein de dispositifs qui existent. L'université elle-même a des dispositifs d'insertion professionnelle. Il y a plein de choses qui existent. Nous, notre rôle, c'est plutôt de les mettre ensemble et d'activer un petit peu ces dispositifs de façon un peu exceptionnelle pour pouvoir permettre à ces étudiants d'avoir une proposition en face qui soit importante. Merci Estelle. Aurélien, il avait 2 questions. Il y avait la question effectivement de comment maintenir ces étudiants sur le territoire. Et il y avait cette question de transversalité, de dialogue entre pouvoir public et pouvoir privé. Franck, est-ce que tu peux nous dire un mot? Parce que je crois que dans la proposition, il y a des propositions très concrètes dans le programme de Nancy-en-Grand. Donc en effet, une proposition que l'on a, c'est cette question en effet, à quel moment on peut se rencontrer, à quel moment on peut se parler. Et on sait bien, nous, que pour le monde économique, il est fait d'une énorme diversité de types d'entreprises, de tailles d'entreprises, de professions, aussi géographiquement. Une entreprise qui se trouve à l'ouest ou à l'est de Nancy, elles sont dans un environnement différent. Donc cette diversité, c'est une richesse. Et aujourd'hui, on a souvent entendu que les acteurs économiques souhaitaient que cette diversité soit autour de la même table avec les élus. Non pas seulement une personne pour représenter l'ensemble de la diversité du monde économique, mais en fait la diversité économique autour de la même table avec les élus et l'université. Donc quand on dit autour de la même table, c'est un conseil, mais ce n'est pas un énième conseil, ce n'est pas un conseil où on vient siéger. Il y a une attente pour avoir quelque chose qui soit agile, qui soit souple, une task force où on retrouve cette diversité. Donc notre proposition en effet, c'est un conseil économique qui permet aux entreprises d'entendre l'élu, l'université, mais surtout, pour ceux du monde économique, pour permettre aux élus d'entendre aussi la voix des entreprises dans leur diversité. Donc voilà ce lieu qui doit être un lieu extrêmement agile, qui n'est pas une nouvelle, on va dire, un nouveau conseil d'administration, une nouvelle structure, mais c'est une vingtaine, une trentaine de personnes qui sont capables de partager à un moment une vision commune et de projeter des transformations. Un lieu d'écoute et de partage d'informations. Alors je prends en cours de route les questions des internautes. Une question de Catherine qui a à voir avec l'attractivité, parce que j'ai vu que dans une des enquêtes qui a été publiée en décembre, il est apparu que les Nancéens ne se sentaient pas dans une métropole attractive. Nancy était classé 16e sur 18, même s'il faut toujours prendre
avec précaution ce genre d'enquête. Il n'empêche que Catherine nous demande, est-ce que le quartier Grand Cœur, est-ce qu'il est récupérable? Et j'ai envie de demander aussi à Mathieu, voilà, qu'est-ce qu'on prévoit pour les prochains et les nouveaux quartiers qui vont arriver, qui vont émerger dans la ville de Nancy, dans le cadre du programme Nancy en Grand? Alors, récupérable, je ne sais pas. Ce qui est construit et sorti de terre demeurera. Notre objectif est de faire en sorte que les prochains espaces à urbaniser, je pense à Alstom, dont le projet aujourd'hui est à l'arrêt puisqu'il ne s'y est pas passé grand-chose ces dernières années, et il est pour nous de travailler sur un quartier écologique et solidaire, le premier vrai quartier écologique et solidaire de la ville. On y est déjà revenu longuement lors de nos précédents échanges. Le quartier étudiant, je l'ai évoqué sur l'hôpital Saint-Julien, la cité intergénérationnelle sur le site de l'hôpital central, et puis bien sûr aussi cet urbanisme qui est moins global, c'est-à-dire ce qui n'évoque pas forcément la transformation de tout un quartier, mais cet urbanisme du quotidien, cette végétalisation par exemple des pieds d'immeubles qui sera systématisée. Là on a des petites touches, mais je crois que c'est quelque chose sur lequel il faut beaucoup accélérer, qui sera aussi le raccordement des parcs de la ville par des rues vertes, le projet d'ampleur sur l'ensemble Carnot-Léopold, avec la restructuration de la place Carnot pour en faire un espace à vivre, et puis l'idée d'une forêt urbaine sur le cours Léopold, sont autant de projets sur lesquels d'abord, moi je veux une concertation approfondie, parce que je pense qu'on ne construit pas la ville de demain sans l'avis des citoyens qui y vivent, et qu'effectivement c'était un enjeu d'attractivité, à la fois de s'y sentir bien, de se sentir acteur, d'agir. Je voudrais poser une question à Pierre Mutzenart, parce que cette question, elle est pour nous, politiques, élus, importante. Quelle ville, en fait, nous présentons à celles et ceux qui viennent vivre à Nancy ou celles et ceux qui viennent étudier? Quelles sont les attentes des étudiants aujourd'hui? Alors, je ne parle pas forcément de ceux qui vivent à Nancy, qui restent chez eux, mais ces étudiants qui viennent de partout dans le monde aussi. On a 6000 étudiants étrangers à Nancy. Quelles sont leurs attentes par rapport à la vie aujourd'hui dans une ville comme Nancy? Alors, moi je pense que dans les attentes, il y a des attentes que ce soit de plus en plus écologique. Je crois qu'il faut le dire. On voit que les étudiants développent beaucoup de projets dans ce domaine-là et ont une attention beaucoup plus importante à ce que représente la ville de ce côté-là. Donc des transports en commun, des transports durables, une facilité de vie et une sécurité de vie. Il ne faut pas penser que parce qu'ils sont jeunes, ils ne pensent pas à la sécurité à l'intérieur des villes. Le climat, moi je pense que c'est pas un souci. Souvent on nous décrit quand même et quand on voit l'attractivité de villes du nord de l'Europe par rapport à ça, je pense que les modèles qu'on voit au Danemark, qu'on voit en Suède, qu'on voit ailleurs en termes d'attractivité des villes, c'est les attentes qu'on a actuellement. C'est là que beaucoup de nos étudiants veulent aller. Même quelquefois vers l'Allemagne, avec des modèles qui sont donc plus verts, un peu moins denses, plus agréables à vivre. Donc ça, c'est, je pense, une attente aussi de l'environnement qui est très, très prégnante. Hein, on décrit toujours le soleil, mais je crois que les jeunes vraiment ont une fibre écologique et des attentes de responsabilité à la fois de l'université, mais aussi de la ville, de la métropole, qui sont très fortes de ce domaine-là. Jean-François qui nous explique inciter les entreprises à s'installer chez nous, c'est aussi les faire travailler quand l'occasion se présente. Et il a une question, comment voyez-vous le lien client-fournisseur entre les entreprises locales et la municipalité? D'abord, sur ce sujet, il faut travailler, comme d'ailleurs je le fais depuis plusieurs années avec les élus du conseil départemental, sur la question finalement de la simplification, l'accélération, notamment le raccourcissement des délais de paiement, la simplification des démarches administratives, mais aussi l'adaptation finalement des marchés publics pour qu'ils soient le plus possible tournés vers la commande publique locale et vers les entreprises locales. Nous sommes parvenus
dans le cadre d'une charte, par exemple, avec les entreprises du BTP à l'échelle de la Meurthe-et-Moselle, à faire en sorte qu'aujourd'hui que 90% de la commande publique départementale soit dévolue à des entreprises de la région. C'est un chemin sur lequel je veux évidemment aussi engager la ville et la métropole, car c'est pour moi la condition finalement de cette alliance féconde et qui est bénéfique ailleurs à l'emploi local non délocalisable, ce qui, face au choc économique qui nous attend dans les mois qui viennent, ne sera vraiment pas superflu. Cette alliance-là, elle repose vraiment sur ce partenariat fort. Et à travers les investissements, ces quelques 400 millions d'euros d'investissements nouveaux sur ces projets que j'ai évoqués précédemment, et puis d'une manière générale sur tous les projets du quotidien, le travail en lien avec les entreprises locales sur la base de critères précis est important. Et puis, activons aussi la clause de réciprocité. Le Code des marchés publics permet, et on l'utilise assez peu, de fermer finalement le marché à des entreprises de pays qui eux-mêmes ferment leur marché public aux entreprises françaises ou européennes. La clause de réciprocité existe et moi je veux me battre non pas par un idéal nationaliste qui n'est absolument pas le mien, parce que moi je suis un Européen d'abord et avant tout, et nous sommes, et Isabelle Méjean le disait tout à l'heure, dans une région profondément européenne. Les partenariats très nombreux de l'Université de Lorraine avec au cœur de l'Université de la Grande Région ou avec l'Université de Luxembourg attestent aujourd'hui de cette réalité de vie quotidienne. Donc ce marché européen doit pouvoir aussi trouver les voies et les moyens de rétablir de l'équité dans la concurrence de la mondialisation. Et la ville et la métropole, comme toutes les collectivités, peuvent y jouer, de ce point de vue-là, un rôle important. Pierre, peut-être un commentaire par rapport à cette place de l'université. On a aussi des questions. Alors, forcément, on allait avoir des questions sur l'université, mais les gens s'inquiètent de savoir si les étudiants vont revenir à Nancy et quand vont-ils revenir, et si en septembre, l'université va réouvrir dans de bonnes conditions sanitaires. Alors, oui. La volonté qu'on a, c'est d'accueillir. Et c'est vraiment d'accueillir les étudiants le plus largement possible dans nos locaux. Donc on parle beaucoup d'enseignement à distance. L'université, c'est le lieu où il faut venir. Alors ça ne va pas bien avec le Covid, parce que l'université, c'est le lieu du brassage des idées, des hommes et des essaimages. Donc si on transpose ça aux problèmes sanitaires et qu'on le dit comme ça, c'est pas très bien. On va accueillir nos étudiants, on va les accueillir dans de bonnes conditions sanitaires, on va faire attention à ce que cet accueil soit dirigé notamment vers les nouveaux entrants, ceux qui ne connaissent pas les codes de l'université, ceux qui sont déjà là, eh bien, ils vont s'habituer. Mais il y aura des cours toutes les semaines. Alors il y en aura un peu moins au début, on verra en fonction de la crise sanitaire, mais les travaux pratiques, même les cours, même les TD, ils auront une semaine bien remplie. Donc il faut qu'ils viennent, alors partout, c'est vrai à Metz comme à Nancy ou autre, il faut qu'ils viennent dans les villes universitaires, parce que c'est sur les campus qu'on se développe, et on ne se développe pas simplement par un cours qui est à distance, on se développe parce qu'on est sur un campus en interaction avec d'autres étudiants et en interaction avec ses professeurs. Et c'est en ça, je pense, que tout le monde croit. L'enseignement à distance a ses vertus, mais là on est dans un enseignement juste qui est fait comme ça à cause de la crise. C'est ça qu'il ne faut pas confondre. Donc, bienvenue, venez. Merci Pierre. On continue avec la partie commerçant. Et puis Mathieu va nous quitter, voilà, mais l'émission bien sûr continue. Nous avons rencontré des commerçants autour du marché central et nous leur avons posé des questions et voilà le résultat. Donc séquence des commerçants de Nancy. Est-ce qu'il serait possible donc de faciliter l'accès aux commerçants et clients du marché, que les commerçants puissent décharger et charger leurs marchandises de chaque côté et que les clients puissent venir assez facilement aux alentours du marché? Et est-ce qu'il serait possible aussi de faciliter l'accès aux handicapés entre l'accès à la cour centrale et l'accès sur les allées? Alors, Édouard Rocher, boucher au marché central à Nancy. Alors globalement, moi ce qui me manque le plus aujourd'hui, c'est l'attractivité du centre-ville en fait, relancer un peu l'activité économique du centre-ville et particulièrement le marché central de Nancy où on voit quand même qu'il y a des cases vides. Alors la difficulté aujourd'hui pour le prochain maire, c'est de trouver, c'est repenser le marché en général, puisqu'aujourd'hui on se rend compte qu'il y a des espaces vides et qu'il ne faut pas qu'il y ait d'espaces vides, il faut que ça soit dynamique
En même temps, aujourd'hui, on n'a plus assez de clientèle pour ramener des commerces qui ne soient pas complémentaires, mais qui soient concurrents. Il ne faut pas des commerces concurrents, il faut des commerces complémentaires. Et la plus grosse difficulté est là aujourd'hui, c'est attirer du monde avec de nouveaux commerces. Sinon, globalement, c'est l'attractivité du centre-ville et tout le secteur du marché. On aimerait bien que ce soit de l'animation sur Nancy, des braderies, des animations, des marchés de temps en temps, tous les 3 mois, ou qui ramènent un peu de monde. Que comptez-vous faire aujourd'hui pour redynamiser le centre-ville de Nancy ? Areski, bonsoir, vous nous rejoignez autour de cette table. Areski, vous êtes colistier, membre de Nancy Écologie Citoyenne, vous avez rejoint donc la liste Nancy en Grand et vous êtes aussi conseiller municipal et vous avez beaucoup travaillé sur ces questions de commerce de centre-ville. Voilà, quelle est votre réaction par rapport à ce qu'on vient d'entendre et ce qui a été dit sur cette séquence vidéo ? Oui, bonsoir. Oui, c'est bien moi. Mathieu Klein n'a pas rapetissé, n'a pas bronzé, c'est bien moi. Et effectivement, je m'occupe de ce dossier commerce au conseil municipal depuis très longtemps. Ce que je voulais juste dire, c'est que quand on parle TPE, commerce, souvent on a l'impression que ça concerne que le dirigeant. Et vos intervenants l'ont presque dit, que ça concerne le dirigeant, le commerçant lui-même. Et en vérité, c'est un dossier qui touche à beaucoup de choses dans la ville. Ça touche d'abord les habitants parce qu'ils peuvent voir leur quartier dynamique, esthétique ou plutôt un peu plus moche parce que des rideaux baissés et puis moins dynamique. Ça concerne les salariés qui travaillent dans ces petites entreprises et ces commerçants. Ça concerne aussi les consommateurs. Et vous voyez bien que la crise dans laquelle nous sommes encore, mais a révélé qu'on consomme différemment. Donc tout ça pour dire que c'est quand même l'une des principales préoccupations d'une municipale, parce que la ville, c'est la bonne échelle pour changer les choses, dans ce dossier-là comme dans d'autres. Je voulais aussi vous dire que lorsque un commerçant ou quelqu'un met ses économies, met son temps familial, parfois même sa santé dans une entreprise, dans une petite structure, dans un commerce, qu'est-ce qu'il attend de la puissance publique ? Si je fais ça, qu'est-ce que j'attends de la ville ? J'attends pas qu'elle municipalise le commerce. J'attends pas qu'elle entre guillemets, me dise exactement ce que je dois y faire. J'attends simplement qu'elle soit une puissance de régulation, qu'elle soit une puissance d'orientation. Et là, il y a deux volets de cette affaire. Il y a d'abord un volet où la puissance publique, pendant les crises et comme celle que nous vivons actuellement, ou des événements exceptionnels, les manifestations de gilets jaunes, c'est pas une crise, mais c'est des événements exceptionnels, là, on attend de la puissance publique qu'elle maintienne à flot l'existant. C'est-à-dire, en gros, on attend quand même que, tant qu'à maintenir à flot l'existant, on maintienne à flot les plus faibles. Aux côtés des mastodontes, des grands groupes succursalistes qui ne se battent pas avec les mêmes armes, mais du coup la puissance publique, on attend qu'elle fasse sa régulation. C'est une question d'équité. C'est une question d'équité. Voilà un peu ce qu'on attend quand on est commerçant, et vos intervenants l'ont dit, vous voyez, ils sollicitent directement le maire, le futur maire, parce qu'il a des leviers pour agir et pour être une force de régulation et d'orientation. Et là, on a des propositions dans le programme Nancy en Grand. Le fonds métropolitain d'urgence, c'est une proposition qui se met en branle lorsqu'il y a des événements exceptionnels, lorsqu'il y a une crise. L'exonération de la CFE, vous savez, c'est l'ex-taxe professionnelle, l'exonération de la taxe sur l'occupation du domaine public. En gros, c'est les terrasses de café et de bar. Aider également le commerce, par exemple, qui fait partie du réseau Florin. C'est un réseau de commerçants qui demandent une autre façon de consommer et une autre façon de relocaliser cette économie commerciale. Eh bien, ces propositions-là, elles sont dans le programme Nancy en Grand, et c'est des propositions qui peuvent tout de suite être activés, c'est des leviers qui peuvent tout de suite être activés en cas de crise, et c'est ce que nous proposons.
On a une proposition de Nat qui nous dit que des marchés de nuit, comme dans le sud, l'été, ça serait sympa. Je crois qu'on a aussi, nous, une proposition sur les marchés dans les quartiers, par exemple. Tout à fait. Tout à fait. Alors là, on rentre dans une autre phase, c'est-à-dire qu'on rentre dans une phase où la puissance publique peut réguler, orienter, mais aussi peut faire ça dans la durée. Là, il ne s'agit pas de réagir à une crise, mais il s'agit de maintenir l'existant, ok, mais également pérenniser l'existant et aller chercher, donc on parle bien d'attractivité commerciale, aller chercher de nouvelles, voir une nouvelle vision de ville shopping, quoi, finalement. Eh bien, une nouvelle vision de ville shopping, ça peut passer par là. C'est-à-dire une nouvelle politique des marchés nocturnes, des marchés de producteurs locaux dans d'autres quartiers. Et bien sûr, avoir une politique en direction du marché central, comme l'ont beaucoup répété les intervenants. On a une... Tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais juste compléter pour les mesures d'urgence et de crise. Il y a une mesure qui est très importante, qui à la fois est pour les commerçants, mais également pour les Nancéens. C'est pour relancer un petit peu le pouvoir d'achat des Nancéens et le commerce local. On a prévu des chèques bonifiés. Donc d'abonder à hauteur de 25% les apports des Nancéens sur leurs achats, à condition que ce soit fait dans les commerces nancéens. Donc un Nancéen qui veut mettre 100 € pour un achat, il aura 125 €, dont 25 € de la collectivité, pour dynamiser finalement cette consommation locale, parce qu'on veut absolument que le commerce reprenne et l'activité économique reprenne. Et on a mesuré que ça va faire en gros un fonds de 500 000 € à mobiliser pour la ville, et ça nous permettra d'avoir 2 millions d'euros de dynamisme économique, c'est-à-dire d'argent dépensé réellement pour nos commerces locaux. Donc ça, c'est aussi une mesure d'urgence qui est forte, qui est importante et qui complète ce que vient de dire Areski. Et ça permet de répondre à Annie, justement, qui dit les petits commerces locaux qui avaient gagné des clients les perdent depuis le déconfinement. Que faire pour encourager les gens à revenir? Voilà, c'est un élément de réponse. Il y en a d'autres sur le transport, sur le stationnement? Oui, bien sûr. Alors là, on revient aussi sur des propositions qui ont pour but de pérenniser et d'avoir une nouvelle vision de la ville, de la ville shopping, comme on dit. Vous savez, on a beaucoup répété pendant la campagne que notre adversaire, finalement, il est invisible. Notre adversaire, durant cette campagne municipale, il est invisible parce que c'est la pollution. La pollution sonore, la pollution aérienne, les particules fines, et la pollution par engorgement de la ville. Et tout ça, ça fait du mal aux commerçants, aux TPE, aux professions libérales qui sont au centre-ville. Et donc, une façon pour la puissance publique de réguler ça, c'est aussi de désengorger la ville. Et donc, le fait de proposer une chose très simple, c'est que les transports en commun, c'est gratuit pour tous, tous les week-ends. Eh bien, ça va amener, bien évidemment, des clients en centre-ville. Ces clients-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont consommer du loisir, des vélib, des manèges. Ils vont consommer de la culture, c'est-à-dire des musées, des spectacles. Ils vont consommer, faire leurs courses. Donc ça ne coûte pas à la collectivité, ça rapporte. Et finalement, quand on regarde ça, quand on désengorge comme ça le centre-ville, vous savez, le principe de la ville du quart d'heure. C'est-à-dire que si, en descendant du transport en commun, en un quart d'heure, à pied ou en vélo ou en fauteuil roulant, je peux me rendre chez mon kiné, chez mon coiffeur, chez mon primeur, eh ben, le centre-ville a enfin une carte à jouer pour être concurrentiel par rapport aux grosses zones commerciales périphériques. Nous avons eu beaucoup de questions aussi sur, donc là elles ne reviennent pas, mais je me souviens au dernier direct qu'on avait organisé sur justement, très bien, le transport est gratuit, je peux me rendre au centre-ville, je peux faire mes achats, mais comment je me retrouve avec mes achats et comment je fais livrer mes achats? Est-ce qu'il y a des propositions concrètes dans le programme de Nancy en Grand? Oui, il y a une proposition qui, vous savez, c'est le fameux Quick and Collect. Hein. Beaucoup d'enseignes s'y mettent d'ailleurs. Donc, comme quoi, c'est quand même dans l'air du temps. Et nous, on propose que lorsque vous faites vos courses en centre-ville, eh bien, soit on vous les livre au coffre de la voiture, soit on vous les livre à domicile, à la maison. Donc, c'est une proposition intéressante.
Moi, je voulais aussi vous parler de deux autres choses, si vous me le permettez aussi. Je voulais aussi vous dire que dans ces propositions de pérenniser les choses sur ce dossier commerce, il y a à passer un véritable contrat économique de centre-ville quasiment. C'est-à-dire que, je parlais de régulation pour la puissance publique, il y a aussi besoin que l'on diversifie l'offre commerciale de centre-ville. Et je dis ça parce que c'est une véritable émulation à ce moment-là qui se crée, c'est-à-dire que tous les commerçants, toutes les professions libérales, tout le monde en profite. Et on a parlé de secteur sauvegardé du commerce. C'est une mesure très forte. Qu'est-ce que c'est ça? C'est à titre un peu pompeux comme ça, mais parce que l'enjeu est grand, c'est pour ça que le titre est pompeux. Mais en fait, c'est très simple. C'est de dire la ville va créer des secteurs sauvegardés, comme le secteur sauvegardé pour le patrimoine, ben c'est un peu la même chose, mais pour le commerce. C'est-à-dire qu'il y a des endroits dans la ville où on va dire que s'il y a un fonds de commerce qui est à céder, s'il y a une cellule commerciale, de la pierre commerciale qui est à céder, la ville elle a son mot à dire sur une période donnée. Alors, c'est un temps qui sera limité, qui sera à définir, mais pendant cette période-là, la ville peut dire aux cédants, eh bien, moi, je vais prospecter pour pas qu'on installe tout et n'importe quoi dans la cellule qui vient de se libérer. Pour pas qu'on y installe, et l'un des intervenants tout à l'heure le disait, il disait dans le commerce du marché central, on ne veut pas qu'on fasse tous la même chose, quoi, parce que c'est de la concurrence malsaine. Eh bien, c'est ça, c'est ce principe-là. C'est-à-dire, la diversité de l'offre commerciale, tout le monde y gagne. Faire tous la même chose, tout le monde y perd. Et donc, la ville peut dire que dans ces secteurs sauvegardés, eh bien, on ne va pas mettre un énième grand groupe succursaliste de snacking. Il y en a, c'est bon. Alors, donc, nous, on va proposer aux cédants, on va prospecter, on va proposer quelqu'un qui, par exemple, accepte le florin et puis qui fait un primeur, un poissonnier, je ne sais pas. La personne dit pendant ce temps limité, elle a le droit de refuser. Mais au bout de 3 refus, avec les mêmes conditions que précédemment, elle accepte. Très bien, merci beaucoup. On a aussi un commentaire de Steph qui rejoint un petit peu les propositions de Nancy Engrand, à savoir la piétonisation est le meilleur soutien pour les commerces. Regardez l'effet des journées sans voiture, une vie plus agréable qui donne envie. Je vous propose qu'on poursuive avec, on retrouve Franck-Olivier Potier qui va nous parler là aussi des commerçants, mais ils ont réalisé une enquête qui a permis de mettre en relation pouvoir public ou plutôt puissance publique, parce que lui il parle de puissance publique et les commerçants. Écoutons-le. C'est le combat de David contre Goliath. Là, il faut absolument que les pouvoirs publics, et il y a un mot que j'aime, c'est la notion de puissance publique. Aujourd'hui, véritablement, le pouvoir public, la puissance publique, a les moyens aujourd'hui d'accompagner les commerçants. Mais en fait, effectivement, notre travail porte sur le commerce, donc nous sommes centrés sur le commerce de détail ou l'artisan, mais nous couvrons à l'échelle du bassin de vie, puisque ça nous semble être au niveau local l'échelle pertinente, en fait, l'ensemble de la chaîne économique, du producteur local, fabricant, jusqu'au consommateur final, en passant par le commerce de détail ou l'artisan. Et là, en fait, la puissance publique a, j'ai envie de dire, quelque part, le devoir d'accompagner ces commerçants, les petits, tous ces petits face à Goliath. Les aider, c'est-à-dire en leur apportant des solutions technologiques, mais non seulement des solutions technologiques, mais aussi une méthode, des stratégies marketing. Et je crois qu'il y a là, sur ce sujet-là, une association d'idées, une association de ressources, de compétences entre le public et le secteur privé, pour apporter de la méthode, apporter des solutions technologiques, voilà, pour aider les commerçants et toute la chaîne économique à l'échelle locale. Un commentaire Oui, un commentaire en 2 points. On oublie, ce monsieur oublie aussi une chose, c'est qu'il y a l'urbanisme commercial. L'urbanisme formate le commerce formate l'urbanisme. Je m'explique. C'est-à-dire que lorsqu'on est commerçant et qu'on veut venir en centre-ville et que le prix du mètre carré commercial est inaccessible,
Dans le prix du mètre carré commercial, il y a le pas de porte. Le pas de porte, vous savez, c'est le droit au bail. C'est-à-dire, en gros, vous mettez un chèque sur la table pour pouvoir simplement rentrer dans votre local. Vous n'avez pas acheté de clientèle, vous n'avez pas acheté de stock de matériel. C'est pour pouvoir rentrer, signer le bail. Lorsque, ensuite, après, badaboum, tombe un loyer exorbitant, les gens s'orientent vers l'extérieur. Et la ville a les moyens d'agir là-dessus. A les moyens, la régulation, on peut, nous, rentrer sur ce marché en tant que puissance publique. Et rentrer sur ce marché, ça voudra dire faire du dumping sur le prix du mètre carré commercial. On a des friches urbaines à disposition, on a la possibilité de préempter certaines emprises foncières et donc de les mettre sur le marché pour faire un peu de dumping. Et deuxième et dernière chose que je voulais aussi compléter le propos, orienter les gens vers les centres-villes. Je préfère parler de plusieurs centres-villes. Orienter les consommateurs, les gens vers les centres-villes. Vous savez, quand on décide de s'installer en centre-ville, on n'attend pas forcément, comme je le disais en début de mon propos, que d'être aidé, d'être subventionné ad vita aeternam. On attend aussi qu'on nous aide à remplir nos bons de commande. Et quand on nous aide à remplir nos bons de commande, ça marche tout seul. Alors, on a une mesure, nous, qu'on défend depuis quelque temps, et donc là, dans cette campagne, on défend la possibilité, effectivement, de relocaliser la commande publique. Eh bien, ça peut aider, effectivement, de façon solidaire, ça peut aider les commerçants, les TPE de centre-ville à remplir leur banc de commande, en tout cas d'amorcer le remplissage, pardon, c'est pas très joli, du banc de commande. Et c'est ça qu'il faut mettre en œuvre. Conclusion, si je puis me permettre un mot de conclusion. Conclusion, l'écologie, c'est du développement économique. Une autre forme de développement économique, mais c'est du développement économique. Alors on arrête de se regarder le bout de nos chaussures, on bosse, et tous les ans, les états généraux du commerce évaluent, en mettant autour de la table, professionnels de l'immobilier commercial, associations de commerçants, associations de consommateurs, les élus, les habitants, et voilà. Merci Yareski. Alors nous avons quelques commentaires et puis une autre question aussi importante. On l'a évoqué un petit peu lors de notre précédente émission sur la culture, mais c'est en lien avec les espaces créatifs, les métiers d'art. Alors nous avons Axel qui nous dit qu'il faut créer des espaces d'expérimentation pour que des créatifs, des jeunes entrepreneurs, et je me tourne vers Lucie, puissent innover tout en limitant les risques financiers et psychologiques grâce au soutien de la municipalité. Lucie, voilà, est-ce que vous, lors de cette création d'entreprise, est-ce que vous avez senti un accompagnement de la municipalité ou est-ce que, à l'inverse, ce qui a été dit auparavant, est-ce que ce qui est prévu par donc, cette équipe de Nancy-Engrand, à savoir accompagner les jeunes dans leur création d'entreprise, est une chose plutôt positive? Expliquez-nous un petit peu, vous, les difficultés que vous avez rencontrées. Alors, pour le coup, la collectivité directement ne nous a pas forcément aidés. Par le biais de l'Université de Lorraine, et que ce soit le PIL ou pendant nos études, on a eu la chance de rencontrer des personnes, que ce soit dans le domaine de l'entrepreneuriat ou autre, qui nous ont donné les bonnes pistes, qui allaient voir pour nous aider justement à se créer. C'est pas forcément simple, c'est assez compliqué avec toutes les institutions publiques, comment créer une entreprise, que ce soit au niveau bancaire ou pour avoir un numéro de SIRET, pardon. C'est des démarches assez longues et assez lourdes, et un accompagnement supplémentaire, ou au moins avoir un interlocuteur unique qui puisse nous guider, nous dire qui aller voir, et pour pouvoir davantage nous guider, ce serait vraiment intéressant, notamment pour les jeunes ou pour ceux qui n'ont pas l'habitude, vu qu'en dehors du PIL, on n'a pas forcément l'occasion d'apprendre ça non plus en cours, ou du moins dans les cursus classiques. Peut-être que Franck peut réagir aussi à ça, parce que c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu des petites entreprises ou des entreprises en général, la question de l'interlocuteur unique, la question de la diversité des acteurs sur le territoire en termes de développement économique, la question de l'agence de développement économique aussi. C'est des éléments qu'on a beaucoup entendus pendant la campagne.
Oui, c'est des éléments qu'on entend souvent. C'est déjà, c'est pas un élément simple, hein, néanmoins. Parce qu'il y a en effet une diversité des possibilités, des propositions. Et en même temps, nous, on ne dira pas qu'il faut un guichet unique. L'idée du guichet unique, c'est souvent malheureusement une mauvaise idée. Et c'est vrai que parfois, trouver son chemin là-dedans, c'est pas simple. Néanmoins, l'ambition est de mettre un certain nombre d'acteurs quand même autour de la table, de les orienter vers chacun leur valeur ajoutée et simplifier cet environnement. Vous posez aussi la question après de comment je grandis souvent. Et on voit que lorsqu'on veut créer, lorsqu'on veut amorcer, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est pas simple, mais on trouve des gens pour faire ça. Et puis parfois, il y a 1 an qui se passe, 2 ans. Et souvent, on a les questions, c'est qu'au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, là, qui est encore là pour m'aider? Et là, on se rend compte que ce soit bien sûr avec des jeunes entreprises sur la métropole, mais aussi souvent sur le tissu productif du territoire. Lorsqu'il faut passer le cap d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans et trouver de l'argent, ça devient un peu plus difficile. Alors, il existe beaucoup d'aides au début, de prêts, mais lorsqu'il s'agit après de trouver de l'argent qui vient ce qu'on appelle au capital, qui vient de manière, on va dire, non spéculative, qui va venir dans la durée, sur le temps, pour 5 ans, 6 ans, vous accompagner, là, ça devient très difficile. Donc il existe un véritable trou dans la raquette à ce niveau-là. Il y a des raisons, parce que c'est complexe, c'est pas juteux, pas grand monde veut y aller, même au niveau des banques. Et on a une proposition donc, dans ce domaine-là, qui est d'aller chercher de l'argent qu'on appelle de l'argent un peu dormant, et de gens qui vont amener cet argent-là, qui vont l'amener vers des entreprises qui peuvent grandir, parce qu'il y a un engagement pour faire vivre un territoire, faire réussir nos entreprises dans la durée. Et là, on a une proposition en ce sens-là pour vous accompagner dans les années à venir. Alors, je me permets, moi, de répondre directement à Abdelrani, qui nous dit que Nancy est une ville d'art nouveau, connue dans le monde entier, et toute son architecture, son histoire le prouve, et les métiers d'artisanat d'art sont les oubliés de toutes les politiques de la ville jusqu'à maintenant. Y aura-t-il un changement? Alors, je renvoie Abdelrani à notre précédente émission en direct sur la culture, où effectivement, on a accordé une place importante aux métiers d'art. Les métiers d'art qui sont à la jonction entre l'économie et la culture. Alors, Areski, tu veux peut-être dire un mot là-dessus? Je veux bien compléter et répondre à Abdelrani, parce que quelque chose me revient à l'esprit. Les places que nous avons à Nancy, la place Saint-Èvre, la place Stanislas, la place Charles III, la place Simone Veil, elles se copient les unes les autres. Vous avez remarqué, c'est à chaque fois de grandes terrasses pour boire un verre, pour manger, et minérales au possible. Et nous, on avait proposé qu'au lieu de faire comme ça, que les places se copient les unes les autres, qu'elles se complètent et qu'elles soient diverses. Et on avait proposé pour la place Charles III, par exemple, une galerie à ciel ouvert pour les métiers d'art, pour les artisans d'art et de la culture. Pour ça, ça me parle, parce que la question d'Abdelrani me parle beaucoup. Oui, et puis on a prévu aussi dans le programme un salon des métiers d'art en centre-ville, enfin, qui n'existe pas aujourd'hui, puisqu'il est sur la Foire Expo. En tout cas, effectivement, c'est un domaine sur lequel on a travaillé avec aussi, je rappelle la question d'Axel sur les espaces d'expérimentation. C'est à chaque nouvelle rénovation de quartier, bien sûr, accorder une place à des espaces d'expérimentation pour les habitants, mais aussi pour les artistes ou pour toutes celles et ceux qui portent ces métiers d'art. Je vous propose... Alors, une nouvelle question de Franck. Est-il envisagé possible de revoir les conditions des marchés publics municipaux pour donner plus d'importance, voire une priorité aux entreprises locales? Mathieu en a parlé tout à l'heure. Peut-être redire un petit mot, Estelle? Oui, alors il l'a évoqué tout à l'heure. Il a dit qu'on avait un objectif de 90% de la commande publique sur des entreprises de la région Grand Est. Donc c'est important, c'est un objectif qui est déjà atteint, je crois, au département. Donc il a l'expérience pour dire qu'on a dans notre région suffisamment de ressources pour pouvoir quasiment assurer 90% de nos achats. Donc ça, c'est un point important. Il a parlé aussi de la clause de réciprocité, donc pour privilégier effectivement l'achat local et éviter d'aller acheter dans des pays qui eux-mêmes ferment leur marché. Donc ça fait partie des engagements effectivement dans le prochain mandat. Je vous propose qu'on retrouve Isabelle Méjean, économiste, professeure à
à Polytechnique et qui nous parle du futur et peut-être des perspectives ou en tout cas des grands chantiers qui nous attendent. Et tu vas voir, Ariski, c'est tout à fait en résonance avec ce dont tu parlais et bien sûr de la transition écologique. Écoutons Isabelle Méjean. À mon avis, les besoins d'investissement qu'on a à faire, c'est ceux qui vont permettre la transition écologique. Il y a des gros investissements à faire sur ces questions-là, sur les infrastructures, sur les rénovations, etc. C'est des investissements qui peuvent aussi servir à la compétitivité de la France, parce qu'il y a certains secteurs où il va falloir réinventer des modes de production. Je pense par exemple à tout ce qui concerne les plastiques, où on sait qu'on va aller vers un niveau, on a déjà des contraintes sur le niveau d'utilisation de plastique recyclé. Et ça, par exemple, c'est une filière où il y a beaucoup d'innovations à venir, où il y a très peu d'offres. Donc, c'est vraiment un secteur où il va y avoir dans le futur des évolutions très importantes. Et aider ces évolutions et peut-être aider la France à acquérir des compétences là-dessus, c'est par exemple une manière de dépenser l'argent public qui me semble plus intéressante que finalement d'essayer d'attirer des productions qui se font plus tellement en France. Estelle, transformer l'économie au service de la transition écologique? Oui, alors il y a plusieurs choses dans ce que dit Isabelle Méjean, c'est intéressant. D'une part, la commande publique elle-même, c'est un investissement. Et comment on oriente cet investissement vers la transition écologique? C'est d'une part tout ce qui est lié à la rénovation énergétique. Nous, on a énormément de bâtiments publics, d'écoles, de crèches, de résidences autonomie. Donc là, on a prévu un budget qu'on va activer très rapidement d'ailleurs pour rénover de façon la rénovation énergétique des bâtiments. Et là, c'est effectivement orienter l'investissement vers ce type de dépenses. Après, il y a un deuxième aspect dans ce qu'elle dit, c'est la question de la relocalisation de la production et pourquoi acheter à l'autre bout du monde ce qu'on peut faire sur place aussi. Là, on voit bien que dans notre territoire, on a des ressources. Notamment pendant la crise, on a pu voir émerger, on la savait déjà, mais voir se développer la filière santé, où il y a énormément d'entreprises qui ont joué le jeu, qui ont reconverti leur production en urgence sur la production de gel hydroalcoolique, de masques, de respirateurs artificiels, etc. Et donc, on a vu se recréer une économie autour de ça et de pouvoir relocaliser une partie de la production. On a également des filières d'avenir dans notre territoire, comme la filière photovoltaïque, par exemple, où on a des chercheurs de renommée internationale et on a la filière qui existe et qu'on utilise très peu. En fait, le panneau photovoltaïque, on a l'impression qu'il faut qu'on aille l'acheter en Chine et en fait, on peut l'acheter chez Viessmann, tout près de chez nous. Donc, on a dans notre territoire des ressources qui, orientées vers la transition écologique, nous permettent effectivement d'orienter aussi notre commande publique et de privilégier en priorité la commande publique. Il y a aussi la filière de recyclage des matériaux, elle évoque la question du plastique. Avec les acteurs du BTP, il est prévu de redessiner cette filière parce qu'il y a quasiment rien ou très peu de choses sur le recyclage des matériaux de construction. Donc ça, ce sont aussi des métiers, ce sont des filières d'avenir qui vont après amener à nos emplois de demain. Donc c'est important, le territoire, son rôle, c'est à la fois de pouvoir dessiner l'emploi de demain avec les acteurs économiques, pouvoir prévoir les filières qui vont amener de l'emploi, évidemment, et du dynamisme, puisque le dynamisme de l'emploi sur Nancy, en 10 ans, c'est quasiment égal à zéro, c'est-à-dire qu'on n'en perd pas, mais on n'en gagne pas non plus. Donc on doit pouvoir pousser certaines filières avec un peu de prévision, un peu de gestion territoriale des emplois, des compétences, avec les acteurs économiques. On a moyen de pouvoir organiser un peu mieux, de piloter avec une stratégie sur l'économie, et notamment orienter vers la transition écologique, puisque là, il y a énormément de filières d'avenir. Ariski, tu veux rajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter quelque chose parce que ce que dit Madame Méjean, en fait, c'est quelque chose qu'on ressent tous un peu. Quand on a, du point de vue du langage commercial, on a ce qu'on appelle le besoin et la motivation. J'ai besoin d'une baguette de pain. Ma motivation, c'est est-ce que je vais l'acheter dans cette boulangerie ou bien dans une grande chaîne. Vous voyez, besoin et motivation. Et aujourd'hui, on le sait tous, il y a il y a un élément qui revient, c'est qu'il y a le bulletin de vote le 28 juin, mais il y a la carte bleue.
Et ces deux papiers, même si la carte bleue n'est pas en papier, ces deux choses donnent un pouvoir à tout citoyen. Et maintenant, il y a des clients captifs sur le fait que je peux payer un peu plus cher, mais je veux aider les emplois locaux. Je veux plutôt consommer local. Et quand je disais en début de propos que l'écologie, c'est du développement économique, c'est le cas. C'est-à-dire que c'est une autre forme de développement économique, c'est-à-dire que maintenant, la puissance publique peut demander des contreparties. Je peux faire, moi, puissance publique, la promotion du réseau florin ou d'autres choses, mais il y a une contrepartie. Vous voyez bien dans le débat national qu'on a eu sur les aides à de grandes entreprises, sans les citer, les gens, même les citoyens en général, ont dit oui, mais alors pourquoi on n'a pas demandé de contrepartie d'éco-responsabilité? Eh bien, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a, dans la transition écologique, on aide un tissu économique bien déterminé, on peut aider tout le monde, mais il y a aussi une contrepartie à avoir, et cette contrepartie, ça peut être l'éco-responsabilité, dans la gestion des déchets, dans le fait de se fournir localement, etc. etc. Je ne vous fais pas le catalogue à la Prévert, tout le monde sait de quoi on parle. Merci Areski. Alors ça va être pour Franck, il va falloir que tu rassures Franck. C'est Zbader Bader qui te dit bonjour et qui te demande, pouvez-vous donner des informations sur le projet des thermales, s'il vous plaît? Et ça va avec tous les grands chantiers, Nancy Thermal, bien sûr, Alstom ou Estelle, hein, tu peux répondre, parce qu'il y a besoin de rassurer. Certains internautes pensent que nous allons abandonner ces grands projets municipaux. Alors Estelle ou Franck, comme je commence, j'essaye. Vas-y, commence. Déjà, remercie pour la question. Et cette question, en effet, il y a une forte attente en effet des acteurs économiques aujourd'hui d'être rassurés. C'est vrai que les acteurs économiques, ils attendent la confiance, ils aiment les grandes transformations, ils aiment se projeter. Et de ce côté-là, on peut les rassurer parce qu'on attend justement et on souhaite des grandes transformations. On souhaite un maire bâtisseur. J'ai d'ailleurs sous les yeux, par exemple, un exemple de type de lettre qu'on a adressée récemment à une filière, entre autres la filière par exemple du BTP, et on renouvelle notre engagement justement pour ces grands projets, ces investissements. Tout à l'heure, Mathieu nous a fait part, il a bien confirmé, il a bien parlé des 400 millions de nouveaux investissements, hein, en complément des investissements faits par l'État au niveau donc, du CHRU, au niveau de la cité judiciaire. Donc les 400 millions, ce sont ceux de la métropole, pas ceux de l'État. Donc l'engagement pour la reconversion du quartier Alstom. Alors, je crois que la question était spécifique sur la poursuite des chantiers Grand Nancy Thermal. Je confirme, nous confirmons que bien sûr il est prévu de faire Grand Nancy Thermal. Il est prévu donc de relancer le projet enlisé du musée Lorrain, l'aménagement de l'ensemble Carnot-Léopold et d'autres et d'autres. Donc oui, nous sommes là pour de grandes transformations. Ici Estelle. Oui, ouais. Je vais juste compléter, mais tu as déjà bien répondu. Nous n'arrêtons pas les chantiers. Nous ne sommes pas une équipe qui arrêtons les chantiers. Nous sommes plutôt une équipe qui avons plein de projets de chantiers nouveaux. Et comme l'a dit Franck, les 400 millions, ça concerne des chantiers, des investissements nouveaux de la ville et de la métropole. Et ça ne prend pas en compte le CHRU pour 500 millions d'euros, le tram pour 500 millions d'euros, d'autres projets qui viennent se cumuler, qui au final arrivent vite à 1,5 milliard ou 2 milliards d'euros. On pourrait afficher, nous aussi, 1,5 milliard d'euros d'investissement sur le mandat. Mais on a l'honnêteté de dire qu'il y a effectivement des chantiers qui sont en cours, que l'on va continuer et pour lesquels Mathieu s'est positionné notamment sur Grand Nancy Thermal. Il a toujours dit que c'était une force, une attractivité importante pour Nancy et toute l'équipe est d'accord avec ce projet-là. Et puis surtout, très important, c'est pour reprendre aussi un peu ce que disait Isabelle Méjean, c'est que ces chantiers-là, on va les faire aussi avec cette ambition que ce soit respectueux de l'environnement. Si on prend l'exemple du quartier écologique Alstom, c'est un des premiers quartiers qui nous permettra d'avoir un quartier qu'on veut autonome, un quartier que l'on veut centré sur les mobilités douces. On veut arrêter la voie de la Meurthe justement pour ne pas avoir encore un boulevard urbain
urbain qui traverse Nancy, donc pour éviter d'avoir encore cette saturation de véhicules au centre de Nancy, donc centré sur le vélo, les espaces verts. C'est la même chose pour le projet du CHRU, s'il doit avoir lieu. Il faudra être particulièrement exigeant aussi sur la qualité environnementale de ce projet-là. Et comme dans tous les projets qu'on va mettre en œuvre, que ce soit les friches hospitalières ou autres, la transition écologique, la rénovation énergétique font partie des piliers des investissements, en tout cas, que l'on fera. Très bien. Le temps passe, malheureusement. On aurait pu parler aussi du Rungis local qu'on n'a pas évoqué. Enfin, je vous renvoie toutes et tous à notre programme, à notre site avec Mathieu Klein. Merci en tout cas d'avoir été avec nous pour ce spécial économie, développement économie, attractivité, commerce. Vous pouvez retrouver toutes nos vidéos sur la chaîne YouTube avec Mathieu Klein. N'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. N'oubliez pas les procurations, si vous ne pouvez pas aller voter le 28 juin. Et on se retrouve mardi prochain, 23 juin, pour une nouvelle émission en direct sur la santé et les solidarités. Et je m'excuse auprès de toutes celles et ceux auxquels on n'a pas pu répondre aux questions, mais on se fera fort de le faire dans le fil des réseaux sociaux. Merci à vous. D'ici là, portez-vous bien. Merci. Merci, au revoir.